Bonsoir à tous. Je vais faire la technique CEC. Je vais lever la main, tout le monde lève la main et plus personne ne parle. Ah, ça marche. J'ai toujours rêvé de faire ça. Euh, Bonsoir à tous. Eh bien, on est très heureux de vous recevoir pour cette nouvelle conférence de la Fondation. À une conférence un petit peu spéciale, chère à mon cœur ce soir, puisqu'il s'agit de neurosciences, on peut le dire, en tout cas de conscience. Et on démarre avec cette question très simple. Qu'est-ce que la conscience ? Vous avez 4 heures. Voilà. Effectivement, la conscience, c'est voilà, peut-être quelque chose de compliqué, en tout cas, de prendre la mesure de ce qu'est la conscience. Il y a plusieurs types de conscience. En tout cas, quand on parle de conscience, on peut parler de nombreuses choses. Par exemple, on pourrait parler de l'état de conscience actuel d'une autre, du vôtre, du mien. Donc, normalement, on est éveillé. Enfin, en tout cas, il me semble. Peut-être qu'avec la lumière, là, il y en a qui, qui sont déjà dans un état dormant. Mais disons que normalement, on est tous dans un état de conscience éveillé. Et puis, il y a d'autres états de conscience. Quand on parle de la conscience, on parle aussi de la conscience de soi. Par exemple, votre conscience maintenant. Moi, je suis très consciente que là, je suis en train de vous parler au travers d'un micro et de vous présenter cette conférence ce soir. Et puis quand on parle de conscience, forcément, on parle aussi un petit peu d'inconscience, ou beaucoup même, on va dire, de cet autre phénomène. Et je me disais, en faisant cette introduction, que peut-être, pendant que je vous parle, mon cerveau est en train de scanner l'intégralité de vos visages de façon totalement inconsciente pour voir si vous êtes attentif ou si ça vous plaît ou pas ce que je suis en train de dire. Et peut-être que si vous n'êtes pas très attentif, je vais augmenter un petit peu le son de ma voix, histoire de vous récupérer, par exemple. Et là, ce serait plutôt une information, du coup, consciente. En tout cas, votre inattention, ce serait conscientisé chez moi. Voilà. Eh bien, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que depuis plusieurs années maintenant, les chercheurs en neurosciences étudient ces états de conscience et les étudient de différentes façons, mais surtout que finalement, ce lien de l'état de conscience, il est en lien avec eh bien, notre cerveau et le fonctionnement de notre cerveau. En tout cas, nos états de perception sont en lien avec notre cerveau. Donc, qu'est-ce que la conscience ? Quels sont ces différents états de conscience ? Pour nous en parler, bien, nous avons la chance de recevoir le docteur Guyon, directrice de recherche au CNRS, à l'Institut des neurosciences, enfin de psychologie et de neurosciences à Marseille. Voilà, et qui va nous parler, qui est une spécialiste. Alors, j'ai quand même pris mon petit... voilà, pour pas me rater. Donc, qui est une spécialiste notamment des perceptions, mais également qui a pratiqué, donc qui a fait des études de pratique de médecine intégrative, qui a travaillé également sur les interactions entre le système nerveux et le système endocrinien, et qui maintenant travaille sur les différents états de conscience modifiés et leur impact et leur utilisation, notamment en santé et en prévention. Voilà. Merci à elle d'être avec nous. Et surtout, je fais une autre parenthèse YouTube. Si vous aimez nos conférences, vous pouvez les retrouver sur YouTube. Et si vous nous aimez très fort, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous recevrez les notifications dès qu'elles sont prêtes. Merci et bonne conférence. Waouh, merci pour cette introduction. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Eh bien, bienvenue à cette conférence. Je suis touchée que vous soyez tous là. Il y a beaucoup de monde. Donc, on va essayer de parler de la conscience ce soir. J'ai conscience que c'est un sujet très vaste et pas facile à aborder. Et bon, j'espère qu'on va arriver ensemble à réfléchir sur la conscience. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. Vous pouvez m'interrompre. J'ai plein de choses à dire, donc j'irai peut-être pas au bout de tout ce que j'ai envie de vous partager, mais c'est pas grave. L'important, c'est que voilà, on puisse avancer ensemble. Donc, j'avais l'intention ce soir de vous faire une introduction sur la conscience pour déjà définir qu'est-ce qu'on entend par conscience, de quoi est-ce qu'on va parler. Ensuite, de montrer, puisque moi je suis neurobiologiste au départ, j'ai une formation en neurosciences, thèse en neurosciences, j'ai fait plusieurs années là-dedans, avant de m'intéresser, comme ça a été dit, aux interactions entre cerveau, système nerveux et les autres systèmes, pas que endocrines, mais aussi immunitaires et autres, et pour finalement aller à un niveau plus global. Et donc, on va voir quelle est l'importance du cerveau dans ces phénomènes conscients. Et ensuite, on parlera un peu de conscience de soi et des actes conscients, pour terminer par les différents états de conscience, dont ceux dits non ordinaires.
Voilà, alors introduction sur la conscience. Qu'est-ce que nous entendons par conscience? Alors il y a une chercheuse de chez Stanislas Dehaene que j'aime beaucoup, Claire Sergent, et j'adore sa définition de la conscience. Elle dit « La conscience, c'est un mot de la langue française ». Donc voilà, la conscience, un mot de la langue française, je trouve que c'est une belle définition sur laquelle tout le monde peut s'entendre, pour une fois. Parce que, à part ça, si on regarde les autres définitions qui existent, eh bien, on peut considérer que la conscience, c'est l'accès d'un élément d'information à un traitement conscient, défini comme une expérience subjective que l'on peut rapporter. Par exemple, des sensations, des émotions, des pensées. Ça fait appel à une méta-analyse de ce qui nous arrive. Et on peut alors parler de phénoménologie, de contenu de la conscience. On appelle ça aussi les qualia, le contenu de la conscience. Et c'est l'équivalent du mot qu'on appelle en anglais consciousness, parce qu'en anglais, il y a deux mots, il y a consciousness et awareness, qui sont deux mots pour dire conscience. Nous, on n'en a qu'un, mais qui regroupe beaucoup de consciences différentes. Donc l'autre mot, c'est awareness, comme je vous l'ai dit, et c'est la conscience de soi et des autres, et la sensation que nous avons d'être séparés des autres, ou séparés de l'environnement. On peut perdre cette conscience d'être séparés. Hein, tous les gens qui vivent un éveil et un sentiment océanique, tout d'un coup, ils peuvent perdre cette conscience d'être séparés et avoir au contraire une conscience d'appartenir au grand tout, le Tadvamasi. Il y a une autre conscience qui est la conscience de nos actes, c'est-à-dire avoir des raisons de faire les choses pour certaines raisons, agir en conscience. Est-ce que j'agis mécaniquement, sans penser à ce que je fais, comme un robot, de façon inconsciente, ou est-ce que j'ai choisi de faire ce que je suis en train de faire? Et puis, il y a aussi une autre signification du mot conscience, du terme conscience, c'est le niveau d'éveil ou de vigilance. On peut être dans le coma, complètement inconscient, on peut être en train de dormir, inconscient ou sédaté, ou on peut être éveillé avec plusieurs niveaux de vigilance, de conscience. Donc la conscience, ce n'est pas la sensibilité, puisqu'on peut avoir une sensibilité avec des capteurs, par exemple des capteurs optiques ou de température. Ce n'est pas l'intelligence, puisque des robots ou une IA peuvent avoir une intelligence, pour autant on ne peut pas parler de conscience. La conscience n'est pas une chose, c'est un processus, comme le disait Edelman dans les années 70. Et puis, chez l'humain, la conscience englobe de nombreux aspects. C'est grâce à la conscience que nous pouvons nous faire une représentation du passé, donc ça englobe la mémoire, du présent, avec toutes nos sensations interprétées, et du futur, avec la possibilité de faire des prédictions. Et la conscience humaine englobe aussi la représentation de nous-mêmes et que nous nous faisons de l'environnement. On verra tout à l'heure que notre conscience reconstruit notre vision du monde, que nous vivons vraiment dans un hologramme que notre conscience construit, et également le langage qui nous permet d'échanger. Alors, quelles sont les fonctions de la conscience? Est-ce qu'au cours de l'évolution, cette conscience a pu nous amener des avantages évolutifs? On peut penser que oui, que voilà, si on a une conscience, c'est que ça a sûrement une fonction, mais ça reste un questionnement. Et est-ce que notre conscience est limitée? Est-ce qu'on va vers une conscience focalisée? Ou est-ce que la conscience peut être élargie et par quels moyens? Donc, c'est ce qu'on va essayer d'explorer ce soir. Alors, il y a plein de méthodes pour étudier la conscience. Ici, je vous montre un graphique qui a été fait par les membres de Alius. Alius, c'est un groupement de chercheurs qui tous travaillent sur la conscience, très transdisciplinaire. Il y a des philosophes, il y a des anthropologues, il y a des psychologues, il y a les sciences computationnelles. Et il y a plein de façons d'aborder les recherches sur la conscience. Donc, j'ai intégré ce groupe récemment et c'est super intéressant de participer à des discussions avec eux. Donc moi, j'aborde la conscience par le biais des neurosciences puisque c'est ma formation de départ, mais ce n'est qu'un angle de vue. Et bien sûr, il y en a plein d'autres. Alors, le problème auquel se heurtent les chercheurs qui travaillent sur la conscience, et quelqu'un m'a envoyé un mail que j'ai reçu hier. Est-ce qu'il est dans la salle, la personne qui m'a envoyé ce mail? C'est vous. Je vous remercie. Donc,
l'une des questions qui m'a été posée par monsieur, c'était comment est-ce qu'on arrive à réconcilier deux aspects qui semblent pas conciliables. L'aspect de l'observateur, donc c'est ce que nous on fait, nous neuroscientistes, on fait des mesures, on va enregistrer l'activité des cellules nerveuses dans le cerveau, on va faire des mesures quantitatives, entre autres choses. Et l'autre aspect, qui est l'aspect psychologie, phénoménologie, où on va interroger les gens sur leur expérience vécue, leur expérience subjective. Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que vous ressentez? Et on va à ce moment prendre note des qualia, des contenus de la conscience, un contenu subjectif de l'expérience d'un état mental. Par exemple, vous avez rêvé, qu'avez-vous ressenti dans votre rêve? Qu'avez-vous vu dans votre rêve? Vous avez une expérience de transe, comment c'était, etc. Par rapport à, j'enregistre l'activité du cerveau. Et comment réconcilier les deux ou faire des ponts entre ces deux aspects, sachant que dans l'aspect psychologie, on a accès qu'à une toute petite partie, la partie consciente qu'on peut verbaliser, mais il y a aussi toute une grande partie qui est sous l'iceberg, qui est inconsciente ou préconsciente. Alors, il y a un dogme chez les neurobiologistes matérialistes qui est que la matière prime et la conscience est une conséquence de la matière. C'est-à-dire que l'activité neuronale va donner lieu à la conscience. Et ça, c'est vraiment la vision contemporaine mainstream de l'émergence de la conscience à partir de l'activité du cerveau, avec une causalité qui est unidirectionnelle. Il ne faut pas oublier que s'il y a une corrélation entre une activité électrique et un contenu de la conscience, ça n'implique pas forcément qu'il y ait une causalité. On peut très bien imaginer que ça aille dans l'autre sens, c'est-à-dire que la conscience génère une activité neuronale. Et de fait, quand on fait des pratiques de méditation ou de yoga, par exemple, on a un certain contenu de conscience, une certaine activité consciente, et dans le même temps, on sait que ça va générer des changements au niveau des synapses. Il y a une plasticité synaptique qui s'établit, et on peut montrer que l'activité neuronale change, il y a des nouvelles connexions qui se font. Donc ça peut également aller dans l'autre sens. On pourrait aussi imaginer qu'il y ait une cause commune qui génère à la fois un contenu de conscience et une activité neuronale, ou un état de conscience et une activité neuronale. On peut aussi penser, comme le faisait Spinoza, que activité neuronale et conscience sont les deux faces d'une même médaille, que ce sont deux phénomènes que l'on observe en même temps et qui sont deux aspects différents de la même chose. Spinoza disait « La connaissance des potentialités du corps n'implique pas forcément de dévaloriser l'esprit. Au contraire, c'est la connaissance de la conscience du corps qui permet de comprendre l'unité du corps et de l'esprit. » Alors ça revient en fait à cette dualité que l'on observe un peu partout. Par exemple, on peut observer une dualité courant électrique, force magnétique dans cette fonction électromagnétique en physique. Ce sont deux aspects d'un même phénomène. De même, on peut observer une dualité entre ondes et corpuscules quand on observe la lumière. Bon, c'est le même phénomène, mais on l'observe sous deux angles différents. Il se peut que ce soit la même chose pour la conscience et l'activité cérébrale, qu'il y ait des états psychiques et des états physiques et que ce soit une dualité du même ordre psychophysique. Voilà. Donc, quand on regarde un peu les différentes théories de la conscience qui existent à l'heure actuelle, bon, c'est juste un échantillon, il y en a sûrement d'autres, on a ce dualisme qui est l'idée que la conscience dépend d'un esprit immatériel incarné dans la matière, avec ce petit cartoon que j'aime bien de ce chercheur qui dit ben voilà, l'activité du cerveau fait émerger la conscience. C'est magique, mais on ne sait pas du tout expliquer comment. Enfin, c'est juste un dogme, c'est juste une hypothèse, et on n'a aucune preuve de ça. C'est juste, on observe des corrélations entre ça et ça, mais pour autant, est-ce que ça va bien dans ce sens ou dans l'autre sens, ou bien est-ce que c'est juste simultané ? Il y a d'autres hypothèses, donc le mystérialisme, qui est l'idée que la conscience ne peut pas être comprise par des moyens scientifiques. Ça peut être en lien avec les idées de Gödel, le théorème de Gödel, qui fait que quand on est dans un système, on ne peut pas
étudier ce système puisqu'on en fait partie. L'illusionnisme, qui dit que la conscience est une illusion, un épiphénomène. Le panpsychisme, qui dit que la conscience est partout. Le naturalisme biologique et les neurosciences cognitives, donc que la conscience serait une propriété émergente de certains systèmes biologiques, comme je vous en parlais. Et donc on en est là à ce hard problem of consciousness, le dur problème de la conscience, selon David Chalmers, qui a écrit un très bel article en 1995, où il dit finalement, il est peut-être possible qu'on arrive à comprendre tous les modes de fonctionnement du cerveau en allant de plus en plus dans le détail de la compréhension des neurones, des canaux ioniques, etc. Ça, c'est peut-être éventuellement possible. Finalement, c'est un problème pas si compliqué que ça. Mais le problème de comprendre le lien entre activité cérébrale et conscience, ça, c'est un problème très dur que probablement on n'arrivera pas à résoudre. Voilà. Alors effectivement, à l'encontre de cette hypothèse matérialiste des neurosciences contemporaines, il y a quand même beaucoup de phénomènes qui, à l'heure actuelle, commencent à être étudiés et ne peuvent pas être expliqués par cette émergence de la conscience par le cerveau. Alors je vous en donne quand même quelques exemples. Et vous allez voir que ce n'est pas si rare que ça. J'ai mis des pourcentages un peu partout quand je les avais. Et ces pourcentages, c'est le nombre de fois que c'est observé parmi les gens qui le déclarent. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui n'osent pas en parler, donc c'est largement sous-estimé, je pense. Donc, par exemple, je vous donne des exemples de conscience avec une certaine perception, qui ont plutôt un aspect perceptif. Il y a des gens qui... déjà, il y a quelque chose que tout le monde a, le contenu de notre mémoire, le contenu des rêves, des idées, d'où ça vient. Est-ce que c'est une émergence de l'activité cérébrale ou ça vient de on ne sait où? Souvent, on a des idées qui nous arrivent de choses qu'on n'a jamais vécues ou jamais vues ou jamais entendues. Enfin, on n'a pas d'explication d'où ça vient. Il y a tous les phénomènes de perception psy, la précognition, donc voir à l'avance des choses, la prémonition, la rétrocognition, la vision à distance, les gens qui entendent des voix, la télépathie, la clairvoyance. Donc ça, ce sont des phénomènes qui sont étudiés par pas mal de chercheurs, dont Dean Radin aux États-Unis, Thomas Rabeyron en France, Renaud Evrard en France, qui ont écrit de très beaux livres sur tous ces phénomènes. Et il y a apparemment 50% de gens qui vivent ce genre de phénomène. Il y aurait dans la population 10% d'entendeurs de voix, des gens qui au moins une fois dans leur vie ont entendu des voix. J'ai envie là tout de suite de vous demander dans l'audience, si vous osez, est-ce que parmi vous, il y en a certaines qui ont vécu des expériences extraordinaires qu'on n'arrive pas encore à expliquer avec la science contemporaine? Osez. Ok, il y a au moins 10% là, de personnes, peut-être 20. Voilà, et plus tous ceux qui n'osent pas le dire. Donc il y a des gens qui vivent des sorties du corps. Apparemment, 10% de gens dans la population générale ont vécu au moins une fois cette expérience de sortie de corps, souvent liée à un grand stress ou dans le sommeil ou lors d'un accident. Il y a également des visions et des apparitions qui surviennent souvent dans certains lieux particuliers. Il y a les intuitions, les synchronicités, auxquelles s'est beaucoup intéressé Jung, se sont intéressés Jung et Paoli, et puis plus récemment Philippe Guillemant, qui s'intéresse beaucoup à ces phénomènes. Et puis il y a tout un tas de phénomènes où on vit d'autres réalités que la réalité matérielle consensuelle. Par exemple, des expériences mystiques, des expériences médiumniques. Il y a beaucoup de médiums, moi j'en rencontre plein de plus en plus. Apparemment, une personne sur 10 est capable de faire ça, et peut-être tout le monde est capable si on s'autorise. Les expériences de spiritisme, de communication avec les esprits, d'écriture automatique, ça c'était très à la mode au siècle dernier. Il y a eu beaucoup de personnes qui s'y sont intéressées, notamment Allan Kardec. Et il y a des gens qui ont reçu des tas de livres sous la dictée. Voire il y a des musiciens qui reçoivent des œuvres entières de Liszt ou défunts Liszt, et qui sont capables de recréer comme ça des nouvelles œuvres avec le même style. Il y a toutes les expériences de mort imminente qui sont de plus en plus abondantes, puisque maintenant on ressuscite les gens avec les défibrillateurs. Du coup, on a les retours sur expérience des personnes qui reviennent.
Il y a tous les phénomènes d'abduction, de réincarnation, les régressions non autobiographiques, donc les gens qui font sous hypnose, par exemple, qui vont visiter des vies antérieures. Il y a toutes les guérisons miraculeuses. Par exemple, le Tukdam, c'est moine bouddhiste qui médite énormément et qui meurt en méditant. Et il est étudié, ce phénomène où leur corps ne se décompose pas tout de suite. Il reste un temps anormal sans se décomposer. On ne comprend pas très bien pourquoi et comment. Il y a tous les phénomènes de lucidité terminale, les vécus subjectifs de contact avec les défunts qui sont aussi très étudiés, notamment par Christophe Fauré qui en a fait plusieurs livres. Et puis il y a tout le pôle projectif, les expériences de magnétisme, tous les magnétiseurs, les guérisons par l'intention ou le magnétisme, ce qu'on appelle magnétisme. Tous les phénomènes de psychokinèse, de télékinésie, de poltergeist, les possessions, les entités, les exorcismes, tout ce qui est relatif à la kinésiologie, l'utilisation de pendules, tout ce qui est constellation familiale, l'utilisation des tarots, du Yiking, etc. Donc il y a plein de phénomènes qui commencent à être étudiés, mais qui ont du mal à être étudiés, parce qu'en fait, ces phénomènes semblent avoir de façon intrinsèque un phénomène d'élusivité, c'est-à-dire que plus on les étudie, plus ils se dérobent à l'étude. Donc on a beaucoup de mal à les étudier, et il y a des phénomènes de mode où tout d'un coup les chercheurs s'y intéressent, ils sont souvent ridiculisés, et ça tombe aux oubliettes, mais les écrits sont là, on les reprend 20 ans plus tard, et puis on continue, et on recommence, mais ils n'arrivent pas à devenir consensuels, et à cause de ce paradigme matérialiste qui est dans notre société capitaliste, et qui a beaucoup de mal à évoluer. Alors, je vais maintenant vous parler de cette petite merveille qu'est le cerveau, et qu'est-ce qui se passe quand un Kaliya arrive à la conscience dans le cerveau. Donc le cerveau humain, il est issu d'une longue évolution, et il est constitué de milliards de neurones avec majoritairement 3 grands systèmes, on va dire. Un système qui va gérer tout ce qui est inconscient, automatique, la respiration, la digestion, tout ce qui se passe de façon assez miraculeuse sans que vous ayez besoin d'y penser. Il y a tout un système dit limbique qui va gérer toutes les émotions, entre autres. Et puis, il y a un système plus périphérique, le néocortex, qui s'est, vous voyez, beaucoup développé chez les primates et en particulier chez l'humain. Comme la cage, le crâne ne s'est pas beaucoup développé en taille, la surface a dû beaucoup se développer, et d'où ces circonvolutions, ces replis pour que ça tienne dans le crâne, alors que la surface prenait beaucoup d'expansion. Et il y a plusieurs lobes. Moi, je pense que vous connaissez tout ça. Je ne vais peut-être pas passer trop de temps, mais voilà, pour se repérer, on divise le cerveau en plusieurs lobes. Un lobe frontal, un lobe pariétal sur les côtés, enfin sur les parois, un lobe temporal sur les tempes, un lobe occipital derrière, là. Et puis, en dessous, vous avez le cervelet, qui est impliqué dans l'équilibre et aussi dans la comparaison quand vous effectuez un mouvement, etc. Sous le cortex, donc, vous avez plein de structures aussi, l'hypophyse qui va gérer la libération d'hormones, l'amygdale qui est impliquée notamment dans les phénomènes de peur, qui est très activée quand on a peur, voilà, l'hypothalamus qui est sous le thalamus, qui est très impliqué dans la mémorisation et la mémoire spatiale, etc. Le cervelet, je vous en ai parlé. Pardon, l'hypothalamus, je dis des bêtises, qui est impliqué dans le contrôle de l'hypophyse. C'est l'hippocampe qui est impliqué dans la mémorisation et la mémoire spatiale. Donc, on a plein de systèmes très complexes. On a notamment un système autonome ou végétatif qui gère, comme je vous l'ai dit, tous les organes pratiquement, donc qui part du cerveau, qui va envoyer en périphérie des projections. Et on a 2 systèmes qui s'équilibrent, le parasympathique qui est plutôt calmant, qui s'active quand on est en train de méditer ou de respirer en cohérence cardiaque tranquillement, et qui va stimuler la salivation, la digestion, et qui va ralentir le cœur, ralentir la respiration. Et à l'inverse, le système dit orthosympathique ou sympathique, qui lui s'active quand on est stressé, quand on a peur, on doit réagir à un danger,
Et là, au contraire, ça accélère le cœur, ça va dilater les bronches, on se prépare à l'action, à la fuite ou à la riposte. Et donc, ces deux systèmes s'équilibrent en général et ils interviennent dans un contrôle assez inconscient de tout ce qui se passe dans notre corps, mais on peut, par des pratiques, comme je dis, la respiration, ou en pensant à une chose qui nous fait peur, on peut les activer consciemment. Alors, pour comprendre les fonctions cérébrales, si je reviens un peu en arrière, les neurosciences ont fait tout un tas de découvertes, assez fulgurantes d'ailleurs dans les dernières décennies. Ça a commencé par une étude anatomique, un peu comme ce que je vous montre là. Voilà, on a regardé les lobes, on a regardé les différents sillons, on a classifié en différentes aires cérébrales. On a cherché à savoir la fonction des aires cérébrales. On pensait que c'était localisé, que chaque fonction était localisée dans le cerveau. Donc on a fait des lésions, des stimulations des différentes zones et on a fait une cartographie comme ça, une cartographie assez triviale, où on a dit, tiens, quand on lèse cette aire-là, par exemple l'occipitale, on perd la vue. Donc, c'est l'aire de la vision. Bon, en réalité, ça veut juste dire que le traitement qui s'opère pendant qu'on est en train de voir passe par là. Comme si vous mettez un obstacle sur l'autoroute, vous créez un bouchon, ça passe plus, ça s'arrête. Mais ce n'est pas pour autant que ça se traite uniquement là. Ça transite par là. Le pointeur ne marche plus très bien. C'est pareil pour toutes les autres aires que je vous ai montrées ici. Il se passe des choses, bien sûr, quand on est en train de traiter de l'information du toucher ou du contrôle moteur. Il se passe quelque chose dans ces aires-là. Mais en avançant avec les techniques, on s'aperçoit que ça ne se passe pas que là, ça transite par là. Et c'est beaucoup plus en mouvance, c'est beaucoup plus en activité. Et maintenant, avec les nouvelles techniques d'imagerie cérébrale, donc l'IRM fonctionnel et la tomographie par émission de positons, on s'aperçoit qu'il y a plein d'aires simultanément qui vont s'activer un peu partout dans le cerveau et successivement. Et grâce aux données de l'électrophysiologie, donc tous les enregistrements électriques de l'activité électrique des neurones, électrique et magnétique, puisqu'on a vu qu'il y avait les deux aspects électromagnétiques, ça va de pair. Donc on peut enregistrer soit avec l'électroencéphalogramme, on met des électrodes en surface du scalp, et à distance, on arrive à capter des petits courants, tout petits, on est obligé de les amplifier, et c'est des courants qui sont des sommes de l'activité de milliers de neurones simultanément qu'on enregistre. On peut également enregistrer la magnétoencéphalographie, les courants magnétiques. On peut faire des stimulations maintenant, soit électriques, soit avec des aimants électromagnétiques. Et on dispose aussi de modèles animaux. On peut utiliser des rats, des souris et d'autres animaux pour faire des tests un peu plus invasifs qu'on n'ose pas faire chez les humains. Donc, je vais un petit peu plus profond dans le détail de ce qui se passe dans le cerveau. Vous savez que dans le cerveau, il y a plein de petites cellules. La cellule spécialisée, elle marche plus, marche pas très bien. La cellule qui gère la transmission de l'information, c'est essentiellement le neurone, même si maintenant on sait que les glies ont aussi un rôle important. Donc le neurone, c'est une cellule spécialisée qui a, comme toutes les cellules, un corps cellulaire avec un noyau, mais qui, en plus des autres cellules, a de longs prolongements. Donc il y a des prolongements qu'on appelle les dendrites, qui vont recevoir de l'information d'autres neurones au niveau de synapses, qui sont ces contacts entre les neurones. Et puis, il y a un long prolongement qu'on appelle l'axone, qui peut être quelquefois très long, qui peut faire 1 mètre, par exemple, si c'est entre votre moelle épinière et le bout de votre orteil. Et chez la girafe, c'est encore plus long. Et donc, ce neurone, cet axone du neurone, est souvent recouvert d'une gaine de myéline qui va accélérer la transmission de l'influx nerveux. L'influx nerveux qui s'opère par l'ouverture-fermeture de canaux ioniques qui vont laisser rentrer des ions. Et donc, ça fait un courant à travers la membrane. Ça crée une dépolarisation, une repolarisation. Je pense que vous avez vu ça à l'école quand vous étiez petit, peut-être. Et le signal se transmet jusqu'à l'extrémité de l'axone. Et là, on arrive à une autre terminaison nerveuse, comme celle qui est représentée ici. Et on va libérer des neurotransmetteurs, donc des substances chimiques, dont les récepteurs sont présents
sur le neurone post-synaptique, après la synapse, et ça va activer des canaux ioniques qui vont s'ouvrir, se fermer et générer des courants. Donc ça, c'est une synapse, par exemple, où vous voyez le potentiel d'action arrive, des canaux calciques vont s'ouvrir parce que le potentiel d'action dépolarise la membrane, des canaux calciques vont s'ouvrir, le calcium rentre, le calcium se lie à des petits organites, des morceaux de cytosquelette, ce qu'on appelle le squelette de la cellule, qui vont faire libérer les vésicules. Le neurotransmetteur se libère, va se lier à des canaux au niveau post-synaptique sur le neurone suivant, et ça va ouvrir des canaux au niveau post-synaptique, ça va créer une petite dépolarisation. Les petites dépolarisations vont se sommer les unes les autres, et si on atteint le seuil, au niveau du corps cellulaire, si on atteint le seuil de déclenchement des potentiels d'action, ça va régénérer un signal, un potentiel d'action qui va se repropager au niveau du neurone suivant. Je vous ai mis une petite liste des différents neurotransmetteurs qui existent, qui n'est pas du tout exhaustive, c'est les principaux, mais il y en a plein d'autres. Donc c'est très complexe. C'est très complexe parce que finalement, chaque neurone reçoit des milliers de synapses. On considère entre 1000 et 5000 connexions par neurone. Et en plus de ça, il y a des centaines de milliards de neurones. Donc 100 milliards de neurones fois 3000 connexions par neurone, vous voyez que ça fait dans le cerveau environ 3 fois 10 puissance 14 connexions possibles. Et c'est 1000 fois plus que d'étoiles dans la galaxie, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc notre cerveau, c'est vraiment un organe extrêmement complexe, où il y a des milliards de possibilités. Et en plus de ça, ces synapses ne sont pas stables, elles n'arrêtent pas d'évoluer. Elles n'arrêtent pas, là je suis en train de vous parler, vous m'écoutez, vous apprenez des trucs. Si vous retenez ce que je vous dis, vous êtes en train de renforcer des synapses. Il y en a d'autres qui sont en train de se déconnecter parce que des apprentissages que vous aviez faits ne tiennent plus la route. Vous êtes en train de désapprendre des trucs, en apprendre de nouveaux. Et votre cerveau se remanie. Donc, c'est très complexe. Et récemment, on a également, grâce à l'IRM par tenseur de diffusion, pu visualiser les fibres qui connectent les différentes aires cérébrales. Donc là, je vous ai mis en couleur les différents faisceaux de fibres. On a le corps calleux qui va de l'hémisphère droit à l'hémisphère gauche. On a des grands faisceaux de fibres dominants là. Puis il y a des tout petits faisceaux qui vont relier les différentes aires les unes avec les autres. Et on va encore plus loin maintenant dans l'étude, puisqu'on est capable de voir quand on fait une tâche particulière, par exemple une tâche visuelle ou auditive, peu importe, on est capable de voir la succession des différentes aires qui vont être activées, dans quel ordre et comment elles sont connectées entre elles. Donc on arrive à retracer tous les événements qui se sont passés au moment où on est en train de faire la tâche. Bon, par exemple, c'est comme si vous faisiez un trajet, vous traversez la France et on va repérer toutes vos étapes et essayer de voir qu'est-ce que vous avez fait à chaque étape, dans quel restaurant vous vous êtes arrêté, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc on est capable maintenant de retracer toute cette histoire et d'avancer de plus en plus dans la compréhension du traitement des opérations quand on traite une information, par exemple. Alors, comme je vous le disais, les synapses, elles sont extrêmement plastiques. Alors ça dépend des localisations, des endroits du cerveau, mais on sait par exemple que dans l'hippocampe, dont je vous parlais tout à l'heure, si on stimule de façon répétée, de façon très intense entre deux neurones, eh bien, une même stimulation qui au départ donnait une réponse assez faible du signal nerveux va être capable de renforcer la synapse. Vous voyez que là, au lieu d'un seul bouton synaptique, on en a 3 ou 4. Donc il y a une plasticité, pas seulement sous la fente synaptique avec plus de récepteurs qui se mettent ou plus de canaux, mais ça peut même être des morceaux de membrane qui s'extendent, qui se forment et des nouveaux contacts synaptiques qui apparaissent. Et du coup, on a une transmission plus élevée du signal nerveux pour une même stimulation que celle qu'on avait mise au départ. Et ça va dans les deux sens. Ça peut être une potentialisation qui peut durer longtemps, on appelle ça potentialisation à long terme. Ça peut aussi être une dépression, c'est-à-dire que la synapse peut disparaître ou rester silencieuse. Par exemple, si vous apprenez à faire du ski quand vous êtes petit et vous n'en faites pas pendant 20 ans, la synapse peut devenir silencieuse. Mais si vous réapprenez à faire du ski, eh ben vous apprendrez beaucoup plus vite que quelqu'un qui n'en a jamais fait, parce que les synapses peuvent rester déjà en place. Donc la trame est déjà là, il suffit de réactiver des synapses qui étaient peut-être silencieuses, mais qui vont se remettre à être actives, et les réseaux sont déjà faits.
Et donc, vous réapprenez beaucoup plus vite que d'apprendre des nouveaux. Alors, du coup, on voit que en fonction de l'expérience, eh bien, le cerveau se reforme, est très plastique, va se construire en fonction de nos expériences au cours du développement, et même chez l'adulte, il peut y avoir tout le temps des apprentissages qui vont changer notre perception du monde. Alors, comment est-ce que nous avons conscience du monde et de notre corps? Bien sûr, vous savez qu'on a des systèmes sensoriels. Bon, classiquement, on en décrit 5, la vue, l'odorat, le toucher, le goût et qu'est-ce que j'ai oublié? L'audition. En réalité, il y en a beaucoup plus que ça. Vous connaissez les autres? La proprioception, donc la sensation qu'on a de la position de notre corps dans l'espace. Quoi d'autre? L'équilibre, la perception du temps, par exemple, perception du temps. L'interoception, perception de nos organes, l'état de nos organes, est-ce que notre vessie est pleine ou vide, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'autres sens dont on ne parle pas toujours, mais qui sont là aussi et qui nous permettent d'avoir conscience de notre corps, comment est-ce qu'il est positionné dans l'espace. On a l'oreille interne, le vestibule aussi, qui nous permet de savoir où est le haut et le bas, la gravité, et voilà. Donc, nous permet de savoir la position du corps dans l'espace, si on est en mouvement ou si on est immobile, etc. Et donc, comment ça se passe, cette intégration de tous ces sens? Eh bien, déjà, la plupart de ces sens, il y a des capteurs. Au niveau des yeux, par exemple, on a des capteurs au fond de la rétine qui sont des photorécepteurs. Au niveau des nez, on a des capteurs chimiques. Pareil, sur la langue, on a des capteurs chimiques. Au niveau de l'oreille, on a des capteurs mécaniques qui vont sentir les vibrations et les ondulations des petits cils dans la cochlée. Ici aussi, dans le vestibule, dans l'oreille interne, on a des petits cils qui vont bouger quand notre tête se déplace. Et puis sur la peau, on a tout un tas de capteurs qui vont être sensibles à la température ou à des stimulations mécaniques. Et pareil, dans les organes, dans les articulations, pour l'interoception et pour la proprioception, on a également des capteurs. Alors comment ça marche? Eh bien, le capteur, il va être sensible soit à la lumière, soit à un stimulus mécanique ou chimique ou à la température. Il va s'opérer un phénomène qu'on appelle la transduction, c'est-à-dire une conversion entre ces activations physiques et un signal compréhensible par le cerveau. Et qu'est-ce que c'est le signal compréhensible par le cerveau? C'est le potentiel d'action. Enfin, c'est des signaux électriques, comme on a vu tout à l'heure, qui vont pouvoir se propager de neurone en neurone. Donc, il y a cette conversion qui s'opère. Je ne vais pas rentrer dans le détail des mécanismes parce que ça pourrait être l'objet d'une conférence, mais par exemple, pour le stimulus mécanique, la membrane contient des canaux. Si vous étirez la membrane parce que vous appuyez sur la cellule ou la peau, eh bien, il y a un canal qui s'ouvre, il y a un courant qui rentre, un ion qui rentre, ça dépolarise et ça va se convertir en signal électrique. Pour les photorécepteurs, il y a des protéines qui vont changer de forme, qui vont faire rentrer du calcium, pareil, et ça va générer de nouveau un signal électrique. Pour le chimique, par exemple, sur la langue, vous avez des récepteurs au sel. Il y a des canaux en fait, qui vont laisser passer du sodium, et le sodium est chargé positivement, il va rentrer, et ça va dépolariser, et ça va générer un signal électrique. Donc voilà, à peu près tous les capteurs qu'on a fonctionnent un peu de façon similaire par ce phénomène de transduction. Et ensuite, il y a un influx nerveux qui est transmis, et il est transmis en général en transitant par un petit noyau sous le cortex qui s'appelle le thalamus, et ensuite c'est transmis au cortex. Donc déjà au niveau de la rétine pour la vision, il y a des tas de phénomènes qui se passent, de traitement du signal. C'est encore traité au niveau du thalamus, dans le corps génouilatéral du thalamus, et ensuite il va y avoir plein de traitements successifs dans les différentes aires visuelles, primaires, puis secondaires, puis tertiaires, etc. Ensuite, ça continue d'être traité par une voie dorsale qui va traiter le signal visuel pour savoir d'où ça vient, où est l'objet à voir, et une zone ventrale qui va traiter de quel est l'objet à reconnaître. Et ensuite, tout ça va s'intégrer dans les cortex associatifs pour que vous puissiez savoir
quel est l'objet vu, où est-ce qu'il est, quelle est sa couleur, quelle est sa forme. Tout est traité en parallèle, indépendamment. Et donc ça, c'est à peu près valable pour tous les systèmes. Et en plus de ça, c'est plus compliqué que ça, parce qu'on sait qu'il y a des stimuli qui sont conscients, si on les a vus suffisamment longtemps, qu'on a eu le temps de faire le traitement du signal de la périphérie jusqu'au niveau le plus élevé d'intégration. Mais il y a beaucoup de stimuli qui sont préconscients, c'est-à-dire potentiellement visibles si on était vraiment attentif, mais qui, lors d'un essai, si on est distrait, par exemple, ou qu'on a une inattention temporaire, ne peuvent pas être vus. Et puis, il y a des stimuli dits subliminaux, c'est-à-dire que l'information commence à s'acheminer, mais elle n'arrive pas au point où elle est suffisamment traitée pour arriver au niveau conscient. Donc la personne qui étudie beaucoup ces phénomènes, entre subliminal, préconscient et conscient, c'est Stanislas Dehaene, qui est très matérialiste, qui a fait énormément progresser les neurosciences contemporaines et que j'admire énormément. Et donc lui, il dit, ben voilà, quand un signal est subliminal, c'est que au niveau du réseau de neurones global qui va traiter l'information, elle ne chemine que jusqu'à un certain point, puis elle s'éteint. Elle n'arrive pas plus loin. Quand c'est préconscient, eh bien, on est presque sur le point d'atteindre le moment critique où ça va devenir conscient, mais c'est bloqué par un phénomène d'inattention ou parce qu'il n'est pas assez fort. Et quand c'est assez fort, que le stimulus est présenté suffisamment longtemps, par exemple une image, eh bien là, tout d'un coup, on active ce qu'il appelle le réseau de neurones global, l'espace de travail global, et tout un tas de neurones se mettent à s'activer, c'est le feu d'artifice dans le cerveau, ça va toucher plein d'air cérébral, et tout d'un coup, vous faites des ponts entre vos connaissances, et le stimulus devient conscient. Donc, comme preuve, comme démonstration de ce que je vous raconte là, il utilise par exemple des images qui projettent pendant des temps très courts et de plus en plus longs, et il regarde ce qui se passe dans le cerveau. Donc, par exemple, quand il présente pendant des durées très brèves, il voit que le signal arrive dans le cortex occipital, là, visuel. Alors, le cerveau est présenté dans l'autre sens par rapport à tout à l'heure. Ça, c'est la partie frontale, et là, c'est la partie occipitale. Donc, le signal arrive, il est traité là, et puis il va commencer dans la voie ventrale et la voie dorsale, puis ça s'éteint. Il ne se passe plus rien. Et là, la personne dit ne pas avoir vu le signal. Il y a une perte d'information. Et par contre, lorsque le signal est présenté de façon plus longue, eh bien, tout d'un coup, tout le système visuel s'active, plus d'autres aires plus antérieures, au niveau du cortex frontal, au niveau des cortex pariétaux. Et là, la personne dit qu'elle a reconnu l'image. Et si on regarde ce qui se passe en regardant les différentes aires du cerveau, quand c'est invisible, on reste au niveau occipital, on reste dans ces aires dites visuelles. Quand c'est visible, tout d'un coup, tout le cerveau s'active. On a activé l'espace de travail global. Et il est capable de dire au cours du temps, en 50 millisecondes, on n'active que cette partie-là, puis après on va activer le cortex primaire, visuel, puis ça se répand à d'autres cortex, etc., jusqu'à activer les zones les plus antérieures. Et il peut montrer que c'est la même chose pour la perception des sons. Quand le son est très bref et n'est pas perçu, il n'y a que le cortex auditif qui est activé. Et quand le son est compris et perçu, tout d'un coup, tout le cerveau s'embrase. Voilà. Donc là, c'est une vision un petit peu, on dit bottom-up, c'est-à-dire de bas en haut du traitement de l'information, où on reçoit des informations de la périphérie qui sont traitées et qui vont aller remonter jusqu'à la conscience. Mais les neurosciences contemporaines nous montrent aussi qu'il y a beaucoup d'opérations qui se font dans l'autre sens, dans le sens descendant. Quand vous avez de l'imagination, quand vous avez de l'interprétation, quand vous avez des biais cognitifs, etc. Tout ça vient du fait que vous avez appris plein de choses depuis votre temps d'enfance et peut-être même avant, et que vos synapses se sont créées et qu'il y a déjà une activité préétablie dans votre cerveau qui va vous permettre d'interpréter tous les signaux que vous recevez. Donc cet aspect top-down qui va de haut en bas module tout ce qui se passe de bas en haut, toute la perception. Et donc tout ce qui est pensée, créativité, imagination, mais aussi comparaison, prédiction de ce qui va se passer, constitue un filtre de l'information.
L'information que vous recevez, vous la filtrez constamment, si bien que les différentes personnes qui sont là dans l'assistance, vous n'allez pas retenir les mêmes choses de ce que je dis. Il y a des choses qui vont vous interpeller, vous allez vous en souvenir, d'autres que vous n'allez même pas entendre. Et on est tous différents dans notre perception du monde. On peut penser par exemple les daltoniens qui voient le monde différemment, les gens qui sont sourds pour certaines fréquences, ils n'entendent pas les mêmes choses. Et c'est vrai pour tout. Je vais vous donner un exemple. Ah oui, j'aime bien cet exemple-là de Christophe Colomb. Je ne sais pas si c'est vrai cette histoire, mais je l'aime beaucoup. On raconte que quand Christophe Colomb est arrivé en Amérique, les Indiens ne voyaient pas les caravelles, ne voyaient pas les bateaux, parce qu'ils n'avaient jamais vu de bateau si gros sur l'eau, et leur cerveau n'était pas capable d'imaginer que ça puisse exister, et donc ils étaient aveugles aux caravelles. Et c'est le chaman qui a pu les voir, parce que pour lui, il n'y avait pas de construction, il était capable de déconstruire, de voir le réel, le plus proche du réel. Et c'est le chaman qui aurait dit, regardez, il y a des bateaux, là, il y a des trucs qui arrivent sur l'eau. Et à ce moment, une fois qu'il l'avait dit, tous les autres étaient capables de les voir. Donc, c'est histoire de dire qu'on a vraiment on peut être aveugle à certaines choses si on n'a pas appris à les voir. Alors ça, c'est une petite expérience, je ne sais pas si ça va marcher à cette distance, que j'adore, qui a été pour moi un vrai éveil. Donc au centre, il y a des lettres, et en périphérie, il y a des croix. C'est dans le livre de Lionel Nakache, petit livre, je ne sais plus le titre. Mais en tout cas, si vous pouvez, ça ne marche pas là, vous pourrez le faire même vous-même en écrivant des lettres sur une feuille de papier. Donc si vous regardez bien au centre et vous laissez votre regard immobile au centre et vous me dites au bout d'un moment ce qui se passe. Vous voyez des lettres partout ? Ouais. Vous voyez des lettres partout alors que votre cerveau, il sait bien que c'est des X. Moi, je triche pas, j'ai pas changé de diapo. Mais il y a des lettres qui commencent à apparaître partout en périphérie parce que votre cerveau, il déduit ce qu'il connaît. Il se dit, s'il y a des lettres au centre, que je vois ça quand je fixe, je vois pas la périphérie, mais je vais inventer le reste. Et donc, il invente la périphérie. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que ça nous montre que nous vivons dans un hologramme. Nous sommes constamment en train de reconstruire le monde autour de nous. Quand vous êtes rentré dans cette pièce, votre regard s'est porté inconsciemment un peu partout. Vous avez fait quelques saccades. Vous avez repéré, voilà, il y a quelques portes, quelques issues par ici, il y a des spots, etc. Et puis, vous regardez l'écran, vous ne voyez plus du tout ce qu'il y a autour, parce que notre rétine, elle ne voit qu'au centre, en fait, de l'œil. Donc en périphérie, vous avez une vision très floue, en noir et blanc, quasiment inexistante. Mais votre cerveau, ou votre conscience, je ne sais pas ce qu'on doit dire, est en train de reconstruire en permanence toute la vision périphérique, tout votre champ périphérique. Mettre de la couleur, mettre de la forme, inventer tout ce qu'il y a. Et quelquefois, si vous avez un doute, vous faites une saccade, vous allez vérifier, vous corrigez éventuellement la croyance. Mais voilà, ça nous montre qu'on vit en permanence dans une croyance, quelque chose que notre cerveau reconstruit. Je trouve que c'est extraordinaire. Moi, ça m'a fascinée quand j'ai fait cette manip une fois. Donc finalement, de la perception à l'action, que se passe-t-il ? Bon, il y a évidemment, on ne va pas le nier, il y a bien des stimulations externes qui viennent sur nos sens et internes, qui sont traitées par tous ces réseaux de neurones, qui sont intégrés, analysés, interprétés, et qui peuvent aboutir à des actions. Il y a les automatismes, les réflexes dont on a parlé, et il peut y avoir éventuellement, on va en parler, des décisions conscientes, mais il y a aussi toute la mémoire, des choses qu'on a déjà apprises, qui filtrent notre compréhension du monde. On est capable de reconnaître que quelque chose qu'on a appris à voir, sinon on ne le voit pas. Et puis il y a tout ce qui est attention, qui peut favoriser la compréhension et l'interprétation. Il y a les émotions, les motivations, les anticipations, les croyances, les biais cognitifs, qui vont complètement influencer notre perception du monde. Et puis, il y a tout ce qui est imagination, prédiction, pensée, choix, qui est conscient de voir ou de ne pas voir certaines choses, qui va encore complètement biaiser notre vision du monde. Et par rapport à l'action, donc la vision simple des choses, c'est que voilà, il y a des réseaux de neurones qui vont générer des réflexes. Par exemple, si vous vous brûlez le bout du doigt ou que vous mettez de l'acide sur le doigt, tout de suite vous retirez la main avant même
d'y avoir pensé, ça se fait automatiquement. Vous n'avez même pas le temps de réaliser ce qui s'est passé, vous avez déjà enlevé votre doigt. C'est des mécanismes protecteurs qui se sont mis en place au cours de l'évolution et qui impliquent très, très peu de réseaux de neurones, très peu de neurones. Là, c'est 3 neurones. C'est un neurone sensitif, là, qui va aller jusqu'à la moelle épinière, un interneurone et un neurone moteur qui va faire contracter le muscle. Donc ça va très vite, et heureusement, parce que vous ne voulez pas vous brûler. Et chez la blatte, vous n'arrivez pas à l'attraper parce qu'elle n'a que ce genre de réseaux qui sont donc très rapides quand vous essayez d'attraper une blatte. Et ensuite, il y a aussi des déviations qui vont remonter au cerveau. Donc un peu plus tard, vous réalisez « Aïe, je me suis fait mal, qu'est-ce qui m'arrive? Ah oui, je me suis brûlée, je vais mettre le doigt sous l'eau froide. » Mais ça se fait dans un second temps, c'est beaucoup plus lent, l'arrivée à la conscience. Donc il y a beaucoup de choses qu'on fait, la plupart des choses qu'on fait, en fait, 99% des choses qu'on fait sont inconscientes. Et puis, il y a une part des choses qui sont d'ordre conscient. Alors, je vais maintenant aborder justement cette partie sur la conscience de soi et les actes conscients. Alors, la conscience de soi, ça regroupe plusieurs choses. On a parlé déjà d'extéroception, donc vision, audition, etc., de proprioception, d'interoception, de système vestibulaire. Donc, tout ça est intégré dans le traitement du signal au niveau du cerveau pour une intégration multisensorielle. Donc vous avez des aires qui vont voir arriver plein d'informations et qui vont essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et grâce à ça, on va pouvoir avoir une conscience de soi corporelle qui regroupe plusieurs phénomènes. D'une part, le phénomène d'agentivité, le fait d'être capable d'agir sur le monde, le sentiment d'agentivité, on va dire, de pouvoir agir sur le monde, le sentiment d'appartenir à notre corps, d'habiter notre corps, le sentiment de savoir là où nous sommes, la localisation de là où nous sommes, et le sentiment de voir le monde de là où nous sommes. Alors ça vous paraît peut-être évident tout ça, mais il arrive qu'il y ait des perturbations chez des personnes qui disent « voilà, j'ai un problème, je vois le monde, mais pas de là où je suis, par exemple. » Donc il y a ce chercheur Olaf Blanke qui étudie beaucoup ces phénomènes, et ça permet de se poser certaines questions sur le fonctionnement du cerveau, et en particulier en regardant les illusions corporelles, qui donnent beaucoup d'informations sur ces phénomènes. Alors, en ce qui concerne la sensation d'être dans son corps, on connaît maintenant une petite structure dans le cerveau qui s'appelle l'insula, qui reçoit des signaux en provenance de tous ces centres qui intègrent les différents sens. Par exemple, je vous ai parlé du cortex visuel occipital. Hein. Eh bien, l'insula va recevoir des fibres nerveuses en provenance de l'insula et traiter ces informations en même temps qu'elle reçoit des signaux extéroceptifs, interoceptifs, proprioceptifs et du système vestibulaire. Et ça intègre. Donc ça traite l'information et ça nous permet de savoir qu'on est dans notre corps. Et s'il y a des lésions au niveau de cette petite aire, les gens peuvent avoir la sensation de quitter leur corps, de ne plus habiter leur corps. Ou s'il y a une crise d'épilepsie au niveau de cette petite aire cérébrale, ou même si on arrive à la stimuler, ça provoque des sensations, des illusions de sortie de corps, ou des sensations de sortie de corps. En ce qui concerne la sensation d'être là où nous sommes, on sait que dans l'hippocampe, cette petite structure dont je vous ai parlé, il y a des cellules qui vont s'activer quand on est dans certains endroits de la pièce. Bon, c'est fait plutôt chez le rat et la souris ça, que chez l'homme, mais on sait qu'il y a l'équivalent chez l'homme. Donc si on laisse un rat déambuler dans une pièce ou dans un labyrinthe, il y a certaines cellules qui s'activent toujours quand il est au même endroit. On appelle ça des cellules de place. Et puis il y a d'autres cellules qui s'activent toujours selon une certaine grille. On appelle ça cellules de grille. Comme si quand on arrivait dans un espace, on créait virtuellement une grille pour pouvoir se repérer dans la perspective. Donc dans notre cerveau, il y a plein d'opérations qui se font, inconsciemment bien sûr, qui nous permettent de repérer la distance, de nous repérer dans l'espace. Et quand il y a des lésions au niveau de ces aires cérébrales, on peut perdre cette sensation d'être là où nous sommes. En ce qui concerne la sensation de voir le monde depuis l'endroit où l'on se trouve,
la perspective de vision, il existe des moyens avec la réalité virtuelle maintenant de piéger le cerveau, de faire des illusions. Donc on vous met un casque de réalité virtuelle et vous voyez devant vous un corps en train d'être stimulé, et ce corps que vous voyez est stimulé exactement à l'endroit où on vous stimule vous dans le dos. Et bien, au bout d'un moment, vous avez l'impression d'être l'autre en face de vous qui est en train d'être stimulé, puisque en même temps vous recevez des sensations et en même temps vous voyez quelqu'un en face de vous être stimulé. Au bout d'un moment, vous avez l'impression d'être ce quelqu'un. Alors, je l'ai fait, la manip, ça marche assez bien. Vous pourrez, si vous avez l'occasion, vous pouvez faire des tests en laboratoire. Donc, tout ça pour dire que ce n'est pas si évident que ça, notre sensation d'habiter notre corps. Ça vient de notre expérience, mais ce n'est pas définitif ni acquis. On peut piéger ça. Il y a des tas de personnes qui vivent des expériences de sortie de corps en tout genre. Par exemple, il y a des gens qui se voient eux-mêmes en face d'eux. Par exemple, Aristote se voyait lui-même en face de lui. Il n'y avait pas de miroir, mais il se voyait. Il y a des gens qui soit se voient, soit pensent habiter leur corps. On appelle ça l'éotoscopie. Et puis, il y a les sorties de corps où les gens se voient de l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'être à l'extérieur de leur corps et ils voient leur corps. Donc tout ça est décrit dans de nombreux cas. Et ces hallucinations, parce qu'on a disons que les neurosciences matérialistes parlent d'hallucinations visio-somesthésiques, et puis les non-matérialistes parlent de sortie de la conscience du corps. Et il y a pas mal de personnes qui font des sorties de corps qui sont capables de décrire des congruences, c'est-à-dire des expériences vécues loin de leur corps qui peuvent être confirmées. Donc là, ça pose quand même question par rapport aux neurosciences matérialistes, ça, on n'explique pas pour l'instant. Donc c'est le cas par exemple de Nicolas Fraisse, qui est un gars qui sait sortir de son corps à volonté, il le fait très bien, il est maintenant étudié dans les laboratoires, il s'est prêté à pas mal d'expériences. Quand les personnes sont en train de faire une sortie de corps, il y a certaines zones de leur cerveau apparemment qui s'activent, notamment le gyrus angulaire droit, l'insula. Donc voilà, on commence à essayer de comprendre quelles sont les corrélations, qu'est-ce qui se passe quand ce phénomène survient. Voilà, je vous ai mis quelques références si ça vous intéresse. La condition d'apparition de ces phénomènes, il y en a plusieurs. Ça peut être pathologique, par exemple des lésions, des crises d'épilepsie, des tumeurs cérébrales, des migraines, des ischémies, des infections. Ça peut être des psychopathologies, ça peut être sous hypnose que les gens sortent de leur corps. Ça peut être suite à une stimulation magnétique transcrânienne de certaines zones du cerveau, notamment le cortex singulaire dont on parlait. Et ça peut être aussi auto-induit. Par exemple, Nicolas Fraisse, il peut à volonté sortir de son corps. Et par stimulation transcrânienne magnétique, j'ai mis c'est transcrânienne, voilà, on peut générer des sorties du corps. Et aussi avec certaines drogues, par exemple la salvinorine A, qui se lie au récepteur opioïde de type kappa, ça provoque des sorties du corps. Alors, il peut y avoir aussi des illusions corporelles partielles. Ça, c'est aussi une manip que vous pouvez faire à la maison. C'est facile à faire, c'est rigolo. Vous la connaissez, certaines ? Ouais. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on prend une main en caoutchouc, on la met devant la personne et sa main est cachée. Elle ne peut pas voir sa main, en fait. Elle est cachée par un cache, là, un petit bout de carton, par exemple. Et on va stimuler sous ses yeux la main en caoutchouc et en même temps, on le touche au même rythme sur sa vraie main. Et puis à un moment donné, on prend un marteau et on tape sur la main en caoutchouc et la personne retire sa main. Au bout d'un moment, elle a la conviction que sa main en caoutchouc est sa vraie main et qu'on va lui faire mal. Donc c'est très spectaculaire et ça marche très bien. Donc c'est juste pour vous dire qu'on peut très facilement piéger le cerveau sur cette conviction qu'on a d'habiter notre corps et nos organes. Bon, je vais passer là-dessus parce que je n'ai pas beaucoup de temps et je vois que le temps file, mais il y a cette histoire de membres fantômes aussi. Je vais parler, oui, aussi des neurones miroirs. On entend beaucoup parler des neurones miroirs sans trop savoir ce que c'est. Les neurones miroirs, ce sont des neurones qu'on a découverts d'abord chez le singe,
quand l'expérimentateur mangeait une banane, on s'est aperçu que le singe avait des neurones dans son cerveau qui s'activaient comme si c'était lui qui mangeait la banane. Et donc on s'est dit, tiens, le singe est empathique, il comprend que la personne est en train de manger la banane, c'est comme si lui était en train de manger la banane. Alors on retrouve ces neurones miroirs chez l'homme, qui seraient à la base de notre empathie. Par exemple, le bébé, si on tire la langue, il imite, il tire la langue. Si on fait quelle que soit la moue qu'on fait à un bébé nouveau-né, dès tout petit, il est capable de comprendre l'expression du visage et de reproduire. Et on a pu trouver des neurones miroirs dans plusieurs aires du cerveau, et on pense effectivement que c'est la base de l'empathie, de la compassion. Donc ça, c'est la conscience de l'émotion de l'autre. Et on commence à voir des zones du cerveau qui sont responsables, qui participent, disons, au traitement de cette information-là. La conscience de soi, elle apparaît seulement à 2 ans chez l'humain. Elle n'apparaît pas tout de suite. Au début, le bébé, quand il naît, a l'impression de fusion avec sa mère et il n'est pas conscient d'être séparé de l'autre. Et puis, à partir de 2 ans, quand on le met devant un miroir, si on lui met un petit point sur la tête, il va porter le doigt à son point. Au lieu de porter le doigt sur le miroir, il va porter le doigt sur son propre front, ce qui montre qu'il a compris qu'il s'agit de lui-même. Et ça se fait aussi chez les chimpanzés qui en sont capables, qui sont capables de prendre conscience d'eux-mêmes, chez certains chiens et chez les dauphins. Il n'y a pas beaucoup d'espèces, on n'a pas testé bien sûr tous les mammifères, et c'est pas toujours facile à tester. Par exemple, pour les dauphins, on peut pas mettre sur le front, mais on le met sur le flanc, et ils portent leur tête sur le flanc après avoir vu dans le miroir. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'agentivité, est-ce que nos actes moteurs sont conscients ou non ? On a vu tout à l'heure l'acte moteur, ça passe par une stimulation qui part du cerveau, qui va descendre le long de la colonne vertébrale et qui va aller jusqu'aux muscles, stimuler une contraction, un mouvement. C'est difficile de savoir exactement quand une personne prend conscience de son action. Il y a des expériences qui ont été menées au siècle dernier par Benjamin Libet, qui a essayé de voir ce qui se passait dans le cerveau quand on demandait aux gens de faire une action très simple, juste d'appuyer sur un bouton quand ils le voulaient. Donc la consigne, c'est quand vous vous sentez prêt, quand vous voulez, vous appuyez sur le bouton, mais vous faites attention, vous regardez bien la montre, et vous devez être capable de dire exactement à quel moment vous avez pris la décision d'appuyer sur le bouton. Et alors, en faisant ça, il a en même temps enregistré l'électroencéphalogramme des personnes. Il a même pu enregistrer des neurones unitaires et la libération de neurotransmetteurs correspondants. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que sur l'électroencéphalogramme, ici, c'est le moment où les gens font l'action, appuient sur le bouton. Et les gens disent qu'ils ont eu l'intention d'appuyer juste avant d'appuyer sur le bouton, quelques millisecondes avant. Mais en fait, quand on regarde l'électroencéphalogramme, ce qu'on voit, c'est qu'une activité électrique s'amorce bien avant que les gens aient conscience qu'ils vont appuyer sur le bouton. Et donc là, ça questionne, ça a beaucoup questionné les chercheurs. Et c'est toujours en débat, cette histoire. Il y a d'autres manips qui ont pu vérifier cette histoire, mais le protocole n'était pas très bien fait. Il y a des critiques sur la façon dont c'était mené. Il y a des critiques qui disent aussi, c'est normal, il y a un bruit de fond du cerveau, et arrivé à un certain niveau, c'est là que la volonté d'agir est déjà amorcée, et c'est là qu'on prend conscience qu'on a envie d'agir, mais l'amorce est déjà faite avant. Enfin, en tout cas, on peut se poser la question de ce qui se passe dans cette zone-là. Est-ce qu'il y a une conscience qui arrive et qui commence à amorcer l'intention d'agir, et puis l'arrivée à notre conscience arrive plus tard. Enfin, voilà, je vous laisse réfléchir à cette idée. Je n'ai pas, moi, pour l'instant, de réponse. Mais en tout cas, ça questionne sur notre déterminisme ou notre libre arbitre. Est-ce que ce que nous faisons est déterminé par une chaîne de cause à effet ? Par exemple, les gènes, l'environnement, les cellules qui composent notre cerveau, notre histoire, nos apprentissages, nos croyances.
Est-ce qu'on peut librement former des intentions qui influencent nos actions dans le monde? Est-ce qu'on a un libre arbitre ou pas? Je vous laisse réfléchir à ces questions. Je pense que vous allez ressortir d'ici avec plus de questions que de réponses, mais c'est comme quand on écoute Boris Cyrulnik, il a coutume de dire ça. Mais je suis assez d'accord. Alors, quels sont les facteurs qui peuvent influencer le choix de nos actes? Nos besoins, notre mémoire, notre expérience vécue, qui a déjà créé des tas de trajets, des tas de croyances, des tas de prérequis. Les habitudes qui vont renforcer certains réseaux de neurones qui font qu'on va toujours s'engager dans la même voie. Les croyances, les croyances préalables que nous avons vont filtrer pas mal notre façon de voir le monde. Je donne un exemple. Il y a une expérience de psychologie qui a été faite où on prenait 2 groupes de gens, des pessimistes et des optimistes. Et sur le trajet entre là où ils sont et le laboratoire d'expérimentation, on dispose un billet de banque par terre. Et on s'aperçoit que les optimistes, la plupart trouvent le billet, mais les pessimistes arrivent au labo, ils n'ont pas trouvé le billet, ils ne l'ont pas vu. Voilà. Donc comme quoi la croyance que l'on a peut vraiment influencer nos actes. C'est véridique, hein, c'est une expérience qui a été faite. Il y en a plein, des expériences comme ça, sur les jeunes filles à qui on fait faire aussi des examens en leur disant vous allez faire un test de dessin ou alors vous allez faire une tâche de mathématiques. C'est le même exercice, reproduire une figure géométrique. Et dans cette croyance que les filles avaient à l'époque, qu'elles étaient nulles en maths, quand on leur dit que vous allez faire des maths, vous allez reproduire cette figure géométrique, elles n'y arrivent pas. Quand on leur dit que vous allez faire un beau dessin, vous allez recopier ce dessin, elles y arrivent très bien. Donc voilà, l'idée que nos croyances peuvent vraiment être limitantes ou au contraire stimulantes. Les erreurs de jugement, les mauvais discernements, les biais cognitifs que nous pouvons avoir. Je vous invite à lire le livre de Albert Moukébert sur les biais cognitifs, où il les explique vraiment tous en détail. Maintenant, ils sont très bien connus. Pour autant, ce n'est pas parce qu'on les connaît qu'on ne les a pas. Enfin, on les conserve, même une fois qu'on sait qu'on a des biais cognitifs, qu'on les a identifiés, qu'on les connaît. C'est très, très difficile de s'en défaire. Ils restent là. Et peut-être le futur qui pourrait éventuellement aussi influencer nos actes. Notre moi du futur peut peut-être nous envoyer des informations pour nous guider sous forme de synchronicité. En tout cas, c'est ce phénomène de rétrocausalité qui est défendu par Philippe Guillemant à l'heure actuelle, qui a pas mal d'arguments qui peuvent étayer cette hypothèse. Donc, je vous ai mis là quelques livres sur la conscience, les habitudes, les possibilités que nous avons aussi de nous défaire de ces habitudes. Par exemple, par la méditation. Par la méditation, on peut, en ne faisant rien, justement, observer notre fonctionnement, observer les pensées qui nous viennent, observer notre mode de fonctionnement, et peu à peu reprendre conscience de ces phénomènes. En fait, ce qui est montré, les gens qui pratiquent beaucoup la méditation, il y a des faisceaux de fibres qui vont du cortex préfrontal jusqu'aux zones de l'action qui sont renforcés et qui vont pouvoir mieux inhiber, mieux contrôler nos actions et réprimer nos actes compulsifs pour nous permettre d'avoir des visions à plus long terme, des intentions à plus long terme, des actes plus raisonnés. Alors, je ne sais pas quelle heure il est, mais je propose à ce stade qu'on fasse une petite méditation, si ça vous va, juste pour calmer un peu notre mental, nous reposer un petit peu. Ça vous dit ? Alors, je vais vous guider une courte méditation, on va partir sur 5 minutes, puisqu'on en parle. Alors, la méditation va commencer par un petit ding et se terminer par un petit ding. Je vous invite à prendre une posture confortable, peut-être décroiser vos jambes, mettre les pieds bien à plat au sol, mettre le dos bien droit.
Voilà, je nous propose juste de prendre ce petit temps pour nous recentrer quelques instants. Sentir nos pieds bien enracinés sur le sol. Observer ce point de contact de nos pieds avec le sol, sentir notre assise sur la chaise. Laissez tout le poids du corps se déposer tranquillement. Et aussi, imaginez peut-être comme un fil invisible qui relie le sommet de notre tête jusqu'au ciel. Venir étirer toute notre colonne vertébrale. Comme si nous formions un trait d'union entre la terre et le ciel. Et donner de l'espace à notre respiration. Inspirez. Observez l'air frais qui rentre dans nos narines, qui passe par notre gorge, qui vient gonfler notre cage thoracique. Observez à chaque inspiration le ventre qui se gonfle légèrement. Et à chaque expiration, comme si nous lâchions prise, comme si nous laissions derrière nous tout ce qui est pesant, tout ce dont nous n'avons plus besoin. Inspirez l'air frais. Expirez, peut-être sentir l'air un peu plus tiède, un peu plus humide. Inspirez, sentir peut-être notre cœur qui bat. Ou si nous ne le sentons pas, juste nous relier à ce cœur qui bat pour nous, sans même que nous ayons besoin d'y penser, heureusement. Inspirez, expirez en conscience, naturellement, sans effort. Chacun, chacune à notre rythme. Juste profiter de cet instant que nous nous offrons. Et peut-être des idées peuvent surgir. Nous les accueillons. Nous les observons, si possible sans jugement, et nous les laissons filer comme une feuille d'automne sur une rivière qui s'écoule, pour revenir à notre respiration, source de vie, qui nous accompagne de notre naissance jusqu'à notre mort physique. Et dans ces cycles de respiration, vague après vague, nous pouvons percevoir les sons dans cette salle, peut-être le bruit du vidéoprojecteur, le son de ma voix, et nous ouvrir progressivement à tous ces sons de la respiration, des petits mouvements des uns, des unes, jusqu'à ce que survienne le petit ding de la clochette. Voilà, vous pouvez tranquillement commencer à faire des petits mouvements de vos extrémités, vos orteils, vos doigts. Et quand ce sera le moment pour nous, si vous ne l'avez pas déjà fait, ouvrir les yeux. Voilà, merci de votre participation. C'est pas fini. Si j'ai encore le temps, j'aimerais vous parler justement des différents états de conscience qu'on peut appeler non ordinaires ou modifiés ou altérés. Moi, j'aime mieux état non ordinaire de conscience, sachant que notre état ordinaire, c'est quand on est dans le mental, globalement. Et les états dits modifiés ou non ordinaires, c'est tous les autres. Et il y en a plein.
Donc là, je vous en ai nommé quelques-uns, mais il y en a plein d'autres. En tout cas, il y a tous les intermédiaires et tout. Dans chaque type d'état, il y en a plein. Donc, par exemple, relaxation, sophrologie, méditation, comme on vient de faire, mais c'est un type de méditation qui s'apparente plus à la pleine conscience parmi plein d'autres types de méditation. Le yoga, les rêves lucides, les hallucinations, l'hypnose, les transes chamaniques ou cognitives auto-induites, les états de mort imminente, les états extatiques, et puis le sommeil, l'anesthésie et le coma. Donc autant d'états. Et en fait, notre cerveau, dans ces différents états, il prend des types d'activités différentes qu'on peut enregistrer. On peut catégoriser tous ces états modifiés de conscience. En ce moment, il y a plein d'articles scientifiques qui sortent pour essayer de faire des classifications des états. Donc là, je vous ai mis un type de classification en fonction du niveau de conscience, au niveau d'éveil. Est-ce que je suis endormie ou est-ce que je perçois les choses qui se passent à l'extérieur de moi ou pas? Et le contenu de la conscience, est-ce que j'ai un contenu de conscience ou j'en ai pas? Avec donc différents états, par exemple dans l'état végétatif, état de syndrome d'éveil non répondant, on peut avoir la croyance vue de l'extérieur que la personne n'a aucune conscience. Or, elle entend tout, elle comprend tout, elle ne peut juste pas bouger. À l'inverse, on peut avoir des rêves lucides aussi. Dans le sommeil, on peut avoir du contenu de conscience sans pour autant montrer de signes d'éveil, etc. Quand on regarde ce qui se passe dans le cerveau entre état végétatif et pleinement conscient, vigile, on va dire, eh bien, on s'aperçoit que dans l'état végétatif, il y a très peu d'activité cérébrale. Dans les états de conscience minimum, on a une faible activité cérébrale, surtout au niveau du cortex. Et quand on est pleinement conscient, le cortex cérébral est beaucoup plus actif. Dans les états de sommeil ou de rêve, on a pu, grâce aux électroencéphalogrammes, distinguer plein de types d'états différents. Quand on est en état réveillé, on a ce qu'on appelle un électroencéphalogramme désynchronisé. C'est-à-dire que tous les neurones dans chaque zone du cerveau vont parler un petit peu, chacun dans leur coin, et se raconter des petites histoires. C'est comme si, quand on est arrivé, là, que vous parliez tous, chacun dans votre coin, il y avait un petit bruit partout. Donc ça, c'était ce qu'on peut enregistrer là. Et au fur et à mesure qu'on rentre dans les états de relaxation et de sommeil de plus en plus profond, c'est comme si les neurones se synchronisaient pour parler tous ensemble rythmiquement. Donc un peu comme s'il y avait tout d'un coup une chorale ou un chant qui se mettait à être entonné, d'abord rapide et puis un chant de plus en plus lent et profond. Parce qu'en fait, il y a des boucles qui se font dans le cerveau entre les différents neurones. Et quand tous les neurones s'entraînent les uns les autres, ils vont se mettre à décharger tous de manière synchrone. Et comme on enregistre l'activité en surface de tous ces neurones, eh bien, on va avoir un moment où ils parlent tous ensemble et un moment où ils se taisent tous ensemble, d'où ces vagues. Et ça, c'est assez corrélé aux différents états de sommeil. Ce qui est intéressant, c'est que pendant le rêve, en général, au moment du sommeil paradoxal, enfin disons, dans le sommeil paradoxal, ça ressemble beaucoup à l'électroencéphalogramme de l'éveil, et c'est souvent là qu'on rêve, c'est souvent là qu'on a des rêves, même si maintenant on sait qu'on a aussi des rêves dans les autres stades de sommeil, dans les études les plus récentes. Donc au cours d'une nuit, vous allez passer successivement dans tous ces états-là, plusieurs fois. Vous avez plusieurs cycles de sommeil et dans chaque cycle, vous passez dans tous ces états successifs, ondes alpha jusqu'aux ondes delta. Puis à un moment donné, vous êtes tout au fond de la piscine, là, endormi très profondément, et vous remontez en sommeil paradoxal, très proche de l'éveil, avec une activité très voisine, et puis vous replongez. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que les premiers cycles sont ceux où on plonge le plus profond et le plus longtemps dans le sommeil profond. Et c'est pour ça qu'on dit que les premiers cycles sont les plus réparateurs, que le sommeil avant minuit est le plus important. Parce que les cycles suivants sont moins réparateurs. On va moins dans le sommeil le plus profond qui est le plus réparateur. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est réparateur? Parce que c'est un moment justement où, comme les neurones sont tous entraînés, on est coupé du monde, on n'entend plus du tout ce qui se passe à l'extérieur et ça permet au cerveau de faire un rééquilibrage des différentes synapses. Comme il n'y a plus les inputs sensoriels qui viennent de partout, il n'y a plus que l'activité interne. Chaque neurone peut savoir où il en est de ses synapses excitatrices, inhibitrices et revenir à un équilibre. Parce que s'il y a trop d'excitation, c'est toxique.
On appelle ça l'excitotoxicité. Trop de glutamate, ça peut tuer un neurone. Et s'il n'y a pas assez d'excitation, c'est mortel aussi pour le neurone. Les neurones qui ne sont pas activés, ils meurent. Donc il faut trouver un juste équilibre. Et pendant le sommeil lent, c'est ce qui se produit, entre autres choses. Il y a aussi évacuation de déchets. Enfin, le sommeil est important. Le sommeil fait partie des choses importantes pour le cerveau. La méditation, on vient de faire un tout petit épisode méditatif. Ceux et celles qui ont pu rentrer dans cet état, probablement, on aurait pu enregistrer au niveau de votre cerveau des ondes alpha majoritaires. C'est surtout les ondes alpha qu'on enregistre. Je vous montre juste la diapo suivante. À gauche, c'est la méditation. Et on voit qu'en méditation, là c'est le nez et les oreilles. Vous voyez, c'est une tête vue d'en haut, avec les yeux ici. Et quand on regarde au niveau du cerveau, on a surtout des ondes alpha. C'est le rouge, les ondes alpha. Surtout au niveau frontal, mais un peu partout dans le cerveau, c'est les ondes alpha qui dominent dans la plupart de la méditation. Après, il peut y avoir des moments où on sort des ondes alpha, mais on a pas mal de ces ondes qui apparaissent, qui sont des ondes de relaxation. Et chez les grands méditants, là, on a Mathieu Ricard, par exemple, qui ont 10 000 heures de méditation derrière eux, qui méditent tous les jours depuis des années. On observe des changements assez marqués dans leur fonctionnement cérébral, notamment un épaississement du cortex, de la paroi du cerveau. On a une accélération de la transmission de l'influx nerveux. Donc, il y a plus de myéline qui se met sur les axones, qui permet de transmettre l'information plus rapidement. On raconte, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une légende, que les grands méditants, quand on les met devant un film, par exemple, ils voient image par image. Ils ne voient pas une vision continue parce qu'ils traitent tellement vite l'information visuelle qu'ils arrivent à décomposer les images. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais pourquoi pas. On voit aussi des modifications de la communication entre les zones du cerveau. En fait, le cortex préfrontal, comme je vous le disais, devient plus prégnant et est capable d'inhiber les automatismes, on est plus en conscience des actes qu'on fait. Et on observe une augmentation de la réserve cognitive parce que plein de chemins de traverse se mettent en place en plus des grandes autoroutes, si bien que si on a un AVC, par exemple, dans une aire du cerveau, on récupère mieux parce qu'on a tous les chemins de traverse qui peuvent se compenser et récupérer. Donc voilà, certains bienfaits de la méditation, il y en a plein. On diminue le stress, l'anxiété, on est plus résilient, plus lucide, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, je peux témoigner que c'est très bon de méditer pour la santé. Il y a beaucoup d'études qui sont faites maintenant. Il y a plusieurs DU de méditation en France. Notamment Antoine Lutz l'a beaucoup étudié en France et à l'étranger. Richard Davidson et Daniel Goleman ont publié plein de livres sur ce qui se passe dans le cerveau en lien avec la méditation. L'hypnose. Donc pour l'hypnose, on observe surtout des ondes θ qui se développent. Donc c'est une autre fréquence d'ondes un peu partout dans le cerveau. Ça dépend des phases de l'hypnose. Il y a plein de phases, mais en moyenne, on va dire, je schématise. C'est extrêmement rapide et schématique ce que je vous raconte. Mais c'est juste pour dire qu'on arrive quand même à essayer de faire des corrélats entre l'activité cérébrale et certains états de conscience. Dans la transe, il y a encore assez peu d'études de l'électroencéphalogramme des transeurs parce qu'il y a pour l'instant peu de transeurs formés récemment qui sont capables de ne pas bouger pendant la transe. Si on bouge, ça fait des artefacts sur les enregistrements et on ne peut pas les interpréter. Corinne Sombrin, qui a réintroduit la transe cognitive auto-induite en France, elle est capable de transer sans bouger. Et du coup, il y a eu quelques publications qui commencent à sortir là, où on montre en fait que pendant ces transes, c'est le contraire de pendant la méditation. Le cortex préfrontal devient silencieux quasiment. Donc toutes les inhibitions qui sont là normalement et qui vous disent attention, il ne faut pas bouger, il faut être sérieux, eh bien elles sont levées. Et du coup, il y a tout d'un coup plein de créativité, plein d'imagination qui arrive, on entend des voix, tout ce qui est filtré d'habitude, le filtre est levé et il se passe plein de choses, des hallucinations, des visions, etc. Donc ça, c'est vraiment... ça commence juste. Donc moi, je vais commencer une étude là prochainement sur
comparaison de plusieurs groupes, un groupe qui fera de la méditation, un groupe qui fera de l'auto-hypnose et un groupe qui fera de la transe cognitive auto-induite, donc cet état qui ressemble à la transe chamanique. Et je vais prendre des experts, justement parce que j'ai besoin qu'ils ne bougent pas pendant que je ferai l'électroencéphalogramme. Et on va regarder ce qui se passe dans leur cerveau pendant la transe comparé à un état de conscience ordinaire. Et on va regarder si ça impacte leur mémoire émotionnelle. Voilà, on a plein de programmes, beaucoup de choses à regarder. C'est assez nouveau en fait qu'on s'intéresse à ces états dans les laboratoires. Et il y a tout à faire en fait. Pour ce qui est des hallucinations, elles peuvent être provoquées par des drogues, par exemple les psychédéliques. Elles surviennent aussi dans la schizophrénie. On peut avoir des hallucinations aussi si on vous met dans une pièce blanche ou dans un caisson sans aucun bruit, sans aucune stimulation sensorielle. En général, ça génère des hallucinations parce que le cerveau, il a besoin d'être stimulé tout le temps. Il a l'habitude de recevoir tout le temps des infos. Si tout d'un coup, il n'y a plus d'infos, il en génère, il en invente. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand on est sous LSD ? Eh bien, de façon assez intéressante, souvent, l'activité sous LSD, elle est plus faible que quand on n'est pas sous psychédélique. Donc ça questionne aussi beaucoup les chercheurs qui se disent « Ah ben, c'est bizarre parce que quand on prend des psychédéliques, on a plein de visions incroyables, on entend des choses, on vit des choses extraordinaires et pourtant le cerveau est moins actif. » Donc ça questionne encore ce corrélat entre activité cérébrale et conscience. Bon, ça se discute. On peut aussi l'interpréter en disant que comme le cortex préfrontal qui inhibe n'est plus actif, ça du coup désinhibe d'autres activités dans d'autres zones. Je ne vais pas trancher ce soir sur ce point. Voilà par exemple ce qui se passe dans la schizophrénie où vous voyez que le cerveau est dans l'ensemble beaucoup moins actif que chez une personne normale. Bon, je vous montre encore ça, c'est une slide pour montrer les différentes substances qui peuvent provoquer des hallucinations ou des expériences de changement d'état de conscience. Juste pour vous montrer que les psychédéliques, quand on classe en fonction du préjudice à la personne et des préjudices à la société, les psychédéliques se trouvent dans des zones assez peu dangereuses, alors que l'alcool, la nicotine, bon, évidemment l'héroïne, la cocaïne, etc., se situent dans des zones très dangereuses. Donc ça questionne sur le fait que nicotine et alcool soient tout à fait tolérés en société, alors que ces substances, cannabis, LSD ou autres, champignons hallucinogènes, sont totalement interdits, alors que finalement moins dangereux, ne génèrent pas de dépendance, en tout cas pas autant, et ne causent pas de problème particulier à la société a priori. Voilà, la perte de conscience qui peut survenir soit suite à une lésion cérébrale traumatique ou une hypoxie cérébrale fait que les zones du cerveau sont beaucoup moins en lien les unes avec les autres, il y a beaucoup moins d'activité entre les différentes régions. Et le coma, plus on rentre dans les états de coma profond, moins il y a d'activité dans le cerveau jusqu'à la mort cérébrale où il n'y a plus du tout d'activité. Bon, les expériences de mort imminente, je n'ai peut-être pas le temps d'en parler, on peut en parler si vous voulez pour les questions. Et donc voilà, j'ai un peu terminé la conclusion, je n'ai pas de conclusion vraiment, mais j'avais envie de vous partager quelques citations. Donc Descartes qui disait « je pense donc je suis ». Bon, on peut aussi être dans le corps et penser. Rabelais qui disait « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Élisée Reclus qui dit « l'homme et la nature prenant conscience d'elle-même ». Et Antoine Danchin qui dit « la vie est ce qui réunit l'information, l'énergie et la mémoire ». Et donc, je pense que vous avez compris qu'il me paraît important de changer de paradigme pour passer d'un paradigme matérialiste à un paradigme où peut-être la conscience pourrait être considérée comme non locale et où notre cerveau pourrait être considéré non plus comme générant de la conscience, mais comme étant un capteur de conscience, comme si la conscience pouvait être partout,
dans un champ informationnel et que nous puissions recevoir cette information et la traiter grâce à notre cerveau. Je vais passer ça. Donc passer finalement d'un paradigme matière, espace-temps à un paradigme vibration, information, énergie, comme en parle très bien Philippe Guillemant, où notre cerveau et notre corps pourraient être un récepteur, parce qu'on a aussi des réseaux de neurones au niveau du cœur, au niveau de l'intestin, et dans tout le corps, on a des neurones qui pourraient être des capteurs de l'information de l'univers. Et les états modifiés de conscience pourraient être des états qui favorisent la réception de cette information, qui pourraient amplifier cette information et lui permettre d'être captée. Alors, quel est le vecteur de cette information ? Bon, ça peut être une onde. C'est pas, a priori, ce ne serait pas des ondes électromagnétiques, parce qu'il y a plein d'expériences qui ont été faites dans des cages de Faraday où, a priori, les ondes électromagnétiques ne passent pas, et où pourtant les médiums, par exemple, peuvent recevoir des informations. Donc on parle d'ondes scalaires, les ondes de torsion, les ondes de Tesla, pourquoi pas, qui pourraient être portées par des neutrinos ou des photons, en tout cas des particules sans masse. On ne sait pas très bien. On parle d'intrication quantique également. On sait maintenant que deux particules peuvent être liées de manière intriquée, à distance, quel que soit l'espace-temps. Alors, bien sûr, ça pose des questions. Comment se fait la spécificité ? Comment est-ce qu'une personne particulière reçoit une information particulière, par exemple ? Quelles sont les cibles dans le corps ? Est-ce que ce sont les électrons, les ions, l'eau du corps, l'ADN ? Est-ce que les microtubules peuvent être influencés, les canaux ioniques dont j'ai parlé ? Est-ce que ça module les ondes cérébrales, électromagnétiques ? Est-ce que ça agit sur les interactions moléculaires ? Est-ce que ça peut agir sur les biophotons ? Nous, on produit des biophotons dans le corps. On parle souvent des auras, mais notre corps produit des biophotons. Est-ce que ça agit sur les neurones ou les glies ? Est-ce que le collagène ou les fascias qui entourent tous les organes pourraient être aussi des antennes ? On ne sait pas encore, mais il me semble que c'est des pistes à explorer, vraiment intéressantes, dans un champ de recherche complètement inexploré et intéressant à mon sens. Et voilà, je vous ai mis un petit peu là des idées qui doivent rester présentes à notre esprit. Par exemple, moi j'aime beaucoup Carlo Rovelli et toutes ses théories sur la gravité quantique. Et lui, il dit, si j'essaie d'apprendre l'arithmétique à mon chat, j'ai beau essayer, il n'y arrive pas. Et peut-être que notre cerveau n'est pas apte à comprendre ces choses-là. Peut-être qu'on a beau faire, on a beau essayer de comprendre, on n'y arrivera peut-être jamais, parce qu'on n'a pas le cerveau pour. Et puis, il y a tous les théorèmes de Gödel qui montrent que... ces théorèmes d'incomplétude en mathématiques qui montrent qu'il y a on arrive à une certaine limite, à un moment on ne peut pas aller plus loin. Certaines vérités ne peuvent pas être prouvées à l'intérieur du système lui-même, et le système lui-même ne peut pas prouver sa propre cohérence. Donc nous, comme on est dans le système, nous chercheurs, on cherche avec notre cerveau à comprendre le cerveau, on cherche avec notre conscience à comprendre la conscience, on ne peut peut-être pas y arriver. Et en physique quantique, Heisenberg nous dit qu'on ne peut pas mesurer en même temps la vitesse et la position d'une particule, par exemple. Et qu'avant la décohérence, la particule, elle est partout à la fois, avec des probabilités différentes. C'est quelque chose de très complexe pour notre cerveau de comprendre ça. Mais donc, voilà, beaucoup d'humilité face à tout ça, et se dire que peut-être ça va rester un grand mystère, cette conscience, et c'est OK. C'est pas dramatique. Il y a quand même beaucoup de chercheurs à l'heure actuelle qui essayent d'amorcer ce changement de paradigme d'une vision matérialiste à une vision où la matière serait finalement issue de la conscience, la conséquence de la conscience, ou en tout cas un corrélat de la conscience. Voilà, je vous ai mis une petite liste là, et avec certaines théories qui sont développées par les uns les autres et qui me paraissent intéressantes à aller explorer. Et puis je vais m'arrêter parce que vous devez avoir la tête comme ça.
Merci beaucoup. On va prendre juste quelques questions. Merci, bonsoir. Est-ce que vous connaissez les travaux de Stanislas Grof sur la respiration holotropique? Et est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui. Alors, je viens de participer, ça tombe bien que vous me posiez cette question, je viens de participer à une étude sur la respiration holotropique. Donc, c'est une respiration très rapide, on inspire, on expire, etc. Et ça va agir sur le système ortho- et parasympathique, justement. Là, on a fait une étude en électroencéphalographie avec Rodrigo Montenegro et Renaud Évrard, où on a pris des gens qui étaient assez experts et d'autres qui étaient tout à fait novices. On leur a fait faire cette respiration. Et puis, il y en a même qui ont plongé dans l'eau froide pour faire la méthode Wim Hof. Donc, c'était le protocole de Wim Hof. Et on observe, effectivement, moi j'ai fait la partie électrodermale, activité électrodermale, on observe pendant qu'ils font cette respiration holotropique énormément d'augmentation de cette activité électrodermale, donc des pics de sueur en fait qui correspondent à un réchauffement du corps et également à activation du système orthosympathique. Donc c'est souvent une respiration qui est faite dans la méthode Wim Hof en préparation au bain froid. Donc effectivement, ça réchauffe le corps et ça active tout le système orthosympathique. Ça fait beaucoup de changements dans l'organisme métabolique. Au niveau de l'EEG, je ne vais pas dévoyer son étude, mais il y a aussi beaucoup de changements qui s'opèrent. Et donc ça peut générer des états de conscience modifiés. On pense que ça fait libérer dans le cerveau de la DMT, qui est un psychédélique endogène que nous sommes capables de produire. Donc ça met dans des états de conscience modifiés, qui sont assez puissants. Et c'est un moyen tout à fait naturel et sans risque de nous amener à des états de conscience non ordinaires qui peuvent... Au départ, Stanislas Grof les a utilisés justement quand le LSD a été interdit. Il lui faisait beaucoup d'études sur l'utilisation du LSD thérapeutique pour des patients traumatisés ou avec des problèmes psychiatriques. Et quand ça a été interdit, il a cherché une méthode pour pouvoir permettre à ses patients de continuer la thérapie. Et donc, il a inventé cette méthode de respiration qui amène dans des états peut-être pas aussi forts et prolongés, mais qui peut quand même permettre d'atteindre ces états de conscience non ordinaires qui peuvent être utiles pour la thérapie encadrée. Oui, bonsoir et merci pour votre conférence. Petite question à propos de l'interaction entre conscience et système immunitaire. Merci de me poser cette question. Moi, j'ai pas mal travaillé sur ces aspects. On sait maintenant que quand on est stressé, par exemple, il y a énormément de choses qui se passent dans le cerveau. On libère du cortisol, on libère de l'adrénaline, de la noradrénaline qui vont aller impacter tout le corps, et notamment le système immunitaire, parce qu'il y a des récepteurs au système immunitaire, au cortisol, et ça va fragiliser le système immunitaire. Quand on est stressé, on peut être immunodéprimé et attraper plus facilement des rhumes, des virus, etc. À l'inverse, quand on pratique la méditation, quand on pratique des activités physiques qui nous diminuent le stress, on diminue cette production de cortisol et on se met à produire aussi d'autres substances au niveau du cerveau, des endorphines, etc. Au niveau du muscle aussi, on va produire des myokines comme la spadine, la titine, il y en a plein, qui sont plutôt anxiolytiques et qui vont stimuler le système immunitaire. Également, quand on est relaxé, qu'on fait du sport, etc., on va a priori diminuer notre masse graisseuse parce qu'on mange moins compulsivement, parce qu'on mange plus en conscience, on fait du sport, etc. Et en diminuant la masse graisseuse, les adipocytes vont libérer moins de leptine, qui est assez anxiogène et qui n'est pas bonne pour le système immunitaire, et libérer plus d'adiponectine qui stimule le système immunitaire à la fois en périphérie et les microglies du cerveau également. Donc, même au niveau du cerveau, on se prémunit contre une neuroinflammation. Donc, on peut également, grâce à des moyens simples, une vie saine, bon sommeil, bonne alimentation, faire du sport, du mouvement,
on peut se prémunir aussi de maladies neurodégénératives ou autres en diminuant la neuroinflammation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'environnement. Enfin, moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus sur l'environnement enrichi, au départ chez les souris. Des souris qu'on élève en environnement enrichi par rapport à des souris qu'on met dans une cage dite standard où elles n'ont rien à faire. Donc l'environnement enrichi, c'est des roues d'exercice où elles font ce qu'elles veulent, de l'exercice mais volontaire, quand elles en ont envie. Il y a des jeux de couleurs, des labyrinthes, elles s'amusent. Hein. C'est Luna Park des souris, elles sont très contentes. Et bien ces souris-là, dans un environnement où aussi elles ont des interactions sociales, donc elles ont des stimulations physiques, activités physiques, sensorielles, parce qu'il y a des couleurs, des textures, etc., des odeurs, et sociales. Ces souris-là, elles ont un système immunitaire béton. Si on leur injecte des métastases de cancer, elles développent pratiquement pas de cancer, ou peu, ou pas. Contrairement aux souris en environnement standard, qui, elles, développent des cancers. Si on les vaccine, le vaccin va avoir une durée de vie très longue. Leurs cellules T-mémoire vont être très, très efficaces et une longue durée de vie, alors que les autres, elles vont être vaccinées très temporairement, puis après, ça ne marche plus. Donc voilà, donc, le psychisme, mais aussi l'activité et tout ce qu'on peut faire pour se maintenir en bonne santé. Et c'est tous les piliers de la salutogénèse de Aaron Antonovsky. Je ne sais pas si vous connaissez la salutogénèse, mais c'est un principe où, au lieu de lutter contre la maladie, la pathogénèse, on va favoriser la bonne santé en cultivant les piliers de la bonne santé, que sont l'alimentation, la respiration, le sommeil, l'activité physique, l'amour, l'activité sociale, donner du sens à sa vie, avoir une spiritualité, faire des choses qui nous plaisent. Voilà, j'en oublie peut-être l'hygiène, enfin, des choses simples, de bon sens, mais qui peuvent vraiment agir, parce que quand on regarde les systèmes de soins, l'impact que ça a sur notre santé, finalement, ça a un petit impact, parce qu'une fois qu'on est très malade, qu'on a une maladie déclarée, on va se faire soigner par le système de santé, mais en amont, il y a toute une chaîne d'événements qui se sont passés pour nous rendre malades, pour arriver à la maladie. Et on peut agir avec notre comportement, on peut agir sur toutes ces phases-là. Et on peut se prémunir de beaucoup de choses juste par des actions simples de bon sens. Voilà, aller marcher dans la nature, respirer du bon air, boire de la bonne eau, etc. Oui. Merci beaucoup, Madame Guyon. Je suis désolée pour le reste des questions. Je pense que... Ouais. Ça va être la fin. Merci à tous de nous avoir suivis, peut-être par mail. Je ne sais pas si on peut vous poser d'autres questions. Oui, peut-être si vous avez des questions ou un tout petit peu maintenant. Si vous avez loupé d'autres conférences, elles sont disponibles sur YouTube. Abonnez-vous et allez voir. Et je vous souhaite une bonne soirée.